Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Techniquement, le Nigeria a gagné la guerre contre Boko Haram. C'est en tout cas ce qu'affirme le président nigérian Muhammadu Buhari. Il assure en effet que le groupe terroriste n'est plus capable d'organiser des attaques conventionnelles. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, s'active pour la réussite de l'élection présidentielle de 2016 au Bénin. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Et la femme contre la corruption au Gabon, elles se sont réunies pour débattre des solutions à apporter pour éradiquer ce fléau qui mine considérablement le développement du continent africain. Lors d'un discours télévisé, le président Muhammadu Buhari a affirmé que son pays, le Nigeria, avait techniquement gagné la guerre contre Boko Haram. Selon lui, les actions militaires menées contre le groupe terroriste l'ont considérablement affaibli. Boko Haram ne serait plus capable d'organiser des attaques dites conventionnelles. Gladys Mwamba. Le Nigeria a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram, selon le président Muhammadu Buhari. Jeudi 24 décembre 2015, le chef d'État nigérian a déclaré dans un discours que les groupes armés n'étaient plus efficaces dans le nord du pays, région de leur bastion. Une manière de rassurer la population face aux menaces terroristes. Boko Haram s'est remis à utiliser des engins explosifs artisanaux, mais les attaques conventionnelles contre des centres de communication et la population. Ils ne sont plus capables d'en mener efficacement. Je pense donc que nous avons techniquement remporté la guerre parce que les gens sont en train de regagner leur quartier. Lors de son investiture en mai 2015, le président Muhammadu Buhari avait promis de vaincre Boko Haram. Les craintes sont désormais tournées vers les pays frontaliers où le groupe terroriste serait en train de gagner du terrain en commettant des attentats suicides. Il y a eu effectivement des attaques au Cameroun de plus en plus importantes, toujours au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, mais de plus en plus du côté camerounais. Il y a eu également donc des attaques au niveau du Tchad, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, et également donc au niveau du Niger. Donc on voit bien que le groupe Boko Haram est en train vraiment de tenter de se replier vers d'autres territoires. Bien que le mouvement insurrectionnel en soit réduit au suicide, selon le président nigérian, le bilan des actions menées par Boko Haram depuis le mois de novembre 2015 s'élève à une centaine d'attaques et plus de 1000 victimes. L'éducation nationale en pâtit également. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants nigérians seraient privés d'école à cause de ce conflit. 2 mois après sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce un remaniement ministériel pour le mois de janvier 2016, un remaniement qui intervient alors que les deux alliés politiques du parti au pouvoir, à savoir le RDR et le PDCI, connaissent quelques dissensions. Olivia Yérédobré. La nouvelle est tombée ce mercredi 23 décembre lors du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel d'Abidjan. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé un remaniement du gouvernement pour le mois de janvier 2016. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la rumeur voudrait que ce soit par rapport à l'affaire Guillaume Soro, qui s'est passée il n'y a pas longtemps en France. L'une des raisons, en tout cas, qui pourrait expliquer justement ce remaniement qui se profile à l'horizon, c'est pour aussi montrer à ces ministres qu'il faut effectivement qu'il y ait une cohérence entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ce remaniement annoncé intervient au moment où les deux mouvements alliés, le RDR, Rassemblement des Républicains, et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, entretiennent certains désaccords après le refus du premier de rejoindre le second. Le RDR avait déclaré ne pas être contre l'idée du parti réunifié proposé par Henri Konan Bédié, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à condition que chaque parti garde son sigle. Les enjeux pour Alassane Ouattara aujourd'hui, comme on suppose que c'est son dernier mandat comme président de la République, c'est de réussir justement mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent son pari économique, le pari du redressement économique de la Côte d'Ivoire, le pari de la réconciliation nationale et le pari de l'emploi des jeunes. Donc ça nécessite de nouvelles forces, de nouvelles énergies pour atteindre ces objectifs-là. Le principal défi du gouvernement ivoirien est de réduire les inégalités sociales.
Le président Ouattara a mené depuis son arrivée au pouvoir une série de grands travaux et le pays a enregistré d'importants taux de croissance. En 2016, la Côte d'Ivoire prévoit un taux de croissance de 9,8%, reflétant son dynamisme dans tous les secteurs d'activité et notamment le tertiaire. Alors que les autorités centrafricaines ont proposé de reporter au 30 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives prévues initialement pour ce dimanche 27, certains candidats n'ont pas tardé à réagir. À l'un d'eux, Constant Gouyumgouya Kongzazeze, s'inquiète des problèmes juridiques que pourrait causer ce report. Rappelons que les autorités ont justifié ce nouveau changement de calendrier électoral par des problèmes de formation des agents électoraux notamment. Et au Bénin, l'élection présidentielle approche, elle aussi à grands pas. Elle est prévue pour le 26 février. Et déjà la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, s'active pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé. Reportage de notre correspondant Liftiono. La réussite de l'organisation du scrutin du 28 février 2016 préoccupe la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Installée depuis 2014, elle a su organiser les élections législatives du 26 avril et celles communales du 28 juin 2015 dans la quiétude et la transparence. En vue de parvenir à un meilleur résultat pour la présidentielle de 2016, la Sénat s'active pour échanger avec les principaux acteurs du processus électoral. La nécessité d'un dialogue permanent entre toutes les parties prenantes, puisque notre objectif véritablement, c'est de pouvoir organiser des élections transparentes. L'élection présidentielle du 28 février 2016 constitue un important rendez-vous de l'histoire politique du pays. Elle va en effet marquer une alternance au sommet de l'État béninois. Au nombre des points qui ont été débattus au cours des échanges figure l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la transmission rapide des résultats de cette présidentielle. Cette sortie de la Sénat contribue effectivement à rechercher effectivement un certain nombre de célérité, de professionnalisme dans la délivrance des résultats des élections dans notre pays. La Sénat a par ailleurs fait part d'une innovation qu'elle voudrait suggérer dans le cadre du traitement, de la captation et de la transmission des résultats. Ça a été toujours un point faible dans le cadre des processus électoraux au Bénin. Et en voyant l'exemple du Nigeria et celui du Burkina Faso, je pense que la Sénat suggère que nous puissions tenter la même expérience. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes en cours de discussion. Une kyrielle d'amendements a été formulée par les participants pour permettre à la Commission électorale nationale autonome de réussir la mission qui lui est assignée. Rappelons que la Sénat prévoit rencontrer les différents acteurs politiques après le dépôt des candidatures prévues du 9 au 12 janvier 2016. Et le rôle de la femme dans le développement du continent est loin d'être négligeable. Elles font en effet preuve d'un esprit d'initiative à même d'aider l'Afrique à relever les multiples défis de ce 21e siècle. Preuve en est avec cette association de femmes gabonaises qui se sont réunies pour débattre de leurs responsabilités dans la lutte contre la corruption. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Comme partout ailleurs, la corruption est une réalité au Gabon. Le pays multiplie des stratégies pour endiguer le phénomène, mais à la réalité des faits, il persiste. Récemment, à Libreville, les femmes se sont réunies pour évoquer leurs responsabilités dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux en milieu professionnel. Au Gabon, la corruption s'observe aussi bien dans la rue que dans les administrations. Il est important de changer le rapport entre les hommes et les femmes et l'argent. Que cet argent public soit effectivement utilisé pour le financement des politiques publiques. Parce que nous avons mené une enquête, une mini-enquête qui a démontré par exemple que les femmes sont très dépensières. Si elles sont très dépensières, c'est-à-dire qu'elles peuvent influencer leurs époux vers des actes de corruption. L'Afrique en général et la région d'Afrique centrale en particulier est gangrénée par la corruption. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, le Gabon a mis en place la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Depuis sa création, plus d'une centaine de dossiers ont été traités, mais aucune arrestation enregistrée. Actuellement, nous sommes autour de 110 dossiers que nous traitons. Et autour de ces 110 dossiers, nous avons rejeté au moins 14-15 dossiers pour manque de preuves. Et les autres dossiers, nous continuons. Actuellement, nous sommes à presque 4 dossiers que nous avons à la clôture qui sont prêts
si l'on peut le dire, à être transmis au parquet de la République. Au Gabon, les femmes représentent 52% de la population nationale. C'est à ce titre qu'elles sont concernées au premier point par la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. L'indice de perception de Transparency International place le Gabon parmi les moins touchés par la corruption. Cependant, l'Afrique centrale et l'ensemble de l'espace EAC perd chaque année 40% de ses ressources à cause de la corruption. Selon les spécialistes, environ 55 milliards de dollars US en flux financiers illicites quittent l'Afrique pour d'autres continents. Préparé par l'ensemble de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.